Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve pour ce nouveau bibliovlog, c'est la 3e saison, si je ne me trompe pas, que vous me suivez dans mes aventures au Bibliobus et je tenais à vous remercier déjà avant la fin de la vidéo. Et vous entendez mon chien qui se joint à moi pour les remerciements. Non, ce n'est pas un cochon. Une fois n'est pas coutume, je vais pas attendre la fin de la vidéo pour vous remercier d'être de toujours plus nombreux à regarder les vidéos, à les commenter, à les liker, à les partager et à me faire des petits commentaires, des petits retours, soit en commentaire, soit en message privé via Instagram. Ça me ravit de partager mes lectures avec vous. C'est un loisir vraiment très personnel, très solitaire et je me remercie aussi moi-même, il y a déjà 8 ans que je fais ça sur les réseaux sociaux, de partager les lectures et ça m'a amené à tellement de chouettes rencontres et tellement de chouettes échanges que voilà, je m'attendais pas à tout ça au fur et à mesure des années, je m'attendais pas à tout ça quand j'ai tourné la première vidéo pour la chaîne et 8 ans après je suis toujours là et j'aime toujours autant tourner les vidéos. Bon, les montées, c'est un petit peu différent. Ce bibliovlog va être un peu spécial parce qu'il inaugure la 3e saison. Je crois que c'est la 3e saison, peut-être la 4e, allez savoir. Si vous ne le savez pas, donc le bibliovlog, c'est totalement un concept que j'ai piqué à une autre booktubeuse d'il y a quelques années, mais elle ne tourne plus de vidéos depuis. C'était les carnets d'Opaline. Et donc, elle empruntait des livres à la bibliothèque et elle faisait un petit retour sur ces livres au fur et à mesure du mois quand elle les avait lus. Moi, ici, en fait, le but, c'est de vous montrer qu'on peut lire des choses très récentes, très chouettes, variées et vraiment surprenantes parfois pour pas un rond grâce aux bibliothèques, médiathèques si vous êtes en France. Moi je suis en Belgique dans une zone vraiment rurale. Il y a une bibliothèque communale dans le village à 4 km de chez moi, mais elle n'est ouverte qu'un jour semaine, le vendredi après-midi, et en plus de ça elle est payante. Alors c'est pas si cher que ça, je pense pas en tout cas parce que j'ai plus mis les pieds depuis des années, mais j'ai le bibliobus qui passe en bas de ma rue tous les premiers mercredis du mois, non tous les deuxièmes mercredi du mois, je sais plus, enfin on est le 9 octobre là quand je vous tourne la vidéo et c'est gratuit et je peux emprunter jusqu'à 10 livres ou 10 jeux etc parce qu'ils n'ont pas que des livres, ils ont aussi des magazines, des jeux de société, bref il y a toutes sortes de documents, des CD également, des CD de livres audio, donc il y a toutes sortes de documents que je peux emprunter et en tant qu'enseignante je peux m'en emprunter jusqu'à 30 si vraiment j'en ai envie, ce que je fais pas parce que j'ai déjà assez de livres chez moi comme vous pouvez le voir derrière. Donc c'est pour vous montrer que la lecture, certes ça coûte assez cher, on n'arrête pas de se plaindre nous les lecteurs de l'augmentation du prix des bouquins. J'ai la solution pour vous, fiez-vous à vos services gratuits, à savoir les bibliothèques, pas le piratage, attention. Donc voilà, j'emprunte une partie de livres en copie physique et puis j'en emprunte aussi via le service Lirtuel, donc qui est destiné aux résidents de la Belgique francophone, c'est en fédération le Bruxelles. Et là en fait je peux emprunter des livres numériques, des e-books que je peux lire sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma tablette si j'ai envie, mais moi personnellement je les lis sur ma liseuse, donc je peux les transférer sans aucun problème, sans aucun souci sur ma liseuse. Bon, aucun souci, il y a une petite astuce pour y arriver, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous êtes en France, sachez que le même service existe dans différentes bibliothèques. Je pense notamment à la bibliothèque de Paris, mais je suis sûre que ça existe dans d'autres bibliothèques. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces lieux. Il faut qu'on se les approprie. N'ayez pas peur de franchir les portes d'une bibliothèque, d'une médiathèque, d'un bibliobus. Vous verrez, tous les gens sont sympas, tous les bibliothécaires ont envie de partager leur passion et de vous conseiller au mieux. Bon, c'est bien beau tout ça, cette introduction, mais qu'est-ce que j'ai lu? Alors, sachez qu'en fait, j'avais emprunté des livres au mois de juin que j'ai pas lu du tout pendant l'été, donc je les ai reprolongés et je vais même pas vous en parler ici parce que je les reprolonge. Et oui, donc je vous en parlerai dans le prochain bibliovlog. Par contre, j'ai emprunté pas mal de petites choses sur Lirtuel. On va commencer par le numérique pour finir par le papier. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai de très belles lectures à vous partager. Premièrement, j'ai emprunté L'amant perdu de
Oui, J.R. Ward en anglais, c'est ça. Les initiales, donc J.R. Ward, hein, si vous préférez. Ça fait partie de la saga La Confrérie de la Dague Noire et c'est le tome 18.5. Je vais donc pas pouvoir vous en dire grand chose. J'ai l'impression que je vous parle de cette saga depuis les débuts de la chaîne. Je suis assez vite tombée dedans parce que tout le monde en parlait en bien à l'époque. C'était une des rares sagas d'urban fantasy qui était longue et surtout traduite en français. Donc moi j'y connaissais pas grand chose, je me suis plongée dedans. Et c'est une saga avec des vampires. Les vampires reviennent à la mode, donc si vous voulez vous y mettre, pourquoi pas. À chaque fois on suit un membre de la confrérie de la Dague Noire. Et dans chaque tome, dans les premiers tomes, un couple se crée. Au début ils sont 10 ou 12, je sais pas. Et puis finalement il y a d'autres personnages qui se rajoutent, etc. Ce qui fait que oui, on est à 22 tomes, je pense bien. La saga n'est pas terminée, il y a des sagas spin-off. Bref, je suis pas prête d'avoir terminé cette lecture. Honnêtement, les 5 premiers tomes sont pas excellents. C'est une société assez rétrograde, très patriarcale, machiste, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a un changement de paradigme dans cette société de vampires. Et ça devient un petit peu plus moderne et une romance à chaque fois un petit peu plus intéressante. Alors, sur 18 tomes et demi, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup d'intrigues qui se nouent, qui se délient et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, je peux pas vous en parler, mais dans ce tome 18 et demi, on a retrouvé un couple qu'on avait vu quelques tomes avant. C'est le seul couple homo de la saga. Donc moi j'étais contente de les retrouver et de les lire. Sauf que j'ai été très surprise parce que le résumé du bouquin, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin. Voilà. C'est un tome de Noël, hein, c'est sur les fêtes de fin d'année, etc. Donc ça va être parfait pour la saison qui arrive. Et en gros dans le résumé, je pense qu'on me disait que les deux voulaient célébrer leur union. C'est des vampires, donc ils font les cérémonies humaines, ils connaissent pas, mais bon, en gros, c'est un mariage, quoi. Et soi-disant, ils préparent la fête, mais il y a une tempête de neige qui arrive, et donc ils vont se retrouver séparés. Alors c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qui se passe dans le roman, donc sachez-le. Si vous êtes fan de la saga, que vous avez envie de lire celui-là, ne lisez pas le résumé, il sert à rien, il est totalement faux. À mon avis, c'est le stagiaire ou la stagiaire qui a fait le résumé grâce à ChatGPT. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas du tout ça. On a un prologue avec des adolescentes humaines qui vont rencontrer un des vampires qui va les sauver. Et puis on sait pas trop en fait pourquoi il y a ces deux humaines qui vont revenir à plusieurs moments dans la série, dans le récit, parce que les humains en fait n'ont rien à faire dans cet univers. On a des années-lumière de l'univers des vampires chez l'autrice Ward. Et donc en gros on va se rendre compte qu'il y a un lien via un proche du personnage principal. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a un lien. Voilà, il y a un lien. C'est pas fait n'importe comment. Et les vampires sont en alerte parce qu'il y a une nouvelle menace. Et ça va pas être facile. Il y a bien une tempête en effet qui arrive. C'est un personnage, on va dire, à part entière du récit. Mais la cérémonie d'union, comptez pas dessus, quoi. J'ai envie de vous dire. Voilà, je vais pas m'éterniser plus, je pense que j'en ai suffisamment parlé. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos précédentes pour avoir le début et ma première chronique. J'essaierai peut-être de vous la retrouver si j'ai le temps et si je m'embête. Mais voilà, si vous aimez bien l'urban fantasy, qu'une longue saga ne vous fait pas peur, pourquoi pas. Moi j'avoue, je pense que je la continue par habitude plus qu'autre chose. J'ai envie de terminer cette saga. J'ai également emprunté une autre saga d'urban fantasy sur le site de l'Irtuel. C'est Le Dernier Chant du Dragon. Et j'ai oublié de noter l'autrice, mais vous l'avez là de toute façon affiché à l'écran. C'est pas un livre qui m'a convaincue. Je vais être tout de suite franche et jouer carte sur table. Pour moi, c'était un peu bidon, un peu bateau. J'avais l'impression d'être dans un univers qui manquait d'explications. Il y avait plein de choses qui étaient supposées connues par le lecteur, au point où je me suis demandé si c'était un tome 3, un tome 2. Pas du tout. Enfin, j'ai pas trouvé d'explication dans ce sens-là. Donc, si vous êtes habitué à la lecture d'urban fantasy, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Mais moi-même, qui suis habituée à lire ça, ce genre, depuis quelques années, j'étais pas vraiment au clair avec ça. Par contre, ce qui était bien, c'est que c'est une romance qui se joue en fait des âmes sœurs
et qui prend le contre-pied de ça, où les âmes sœurs, non, sont pas vraiment obligées de finir ensemble. Mais voilà, c'est pas un roman qui m'a convaincue vraiment. J'ai pas envie de vous en parler en long et en large parce que j'en ai pas grand chose de positif à en dire. C'est bien mais sans plus. Voilà, je suis pas convaincue et j'ai pas envie de vous le recommander. Même si, comme je vous le dis toujours, faites-vous votre propre opinion. Mais en gros, on suit un loup-garou qui est en couple avec un métamorphe. Mais on sait pas quel est le métamorphe, ce qu'il est, si c'est un ours, si c'est un loup comme l'autre, un lynx. Bref, on sait pas. Enfin, lui ne sait pas. Mais on se rend vite assez compte que c'est un dragon et c'est un des derniers dragons. Et les dragons, c'est des déités dans le monde des métamorphes. Et il va être obligé de révéler son statut aux autres parce que son compagnon loup-garou est accusé de meurtre. Donc ça la fout mal, quoi. Voilà, ça la fout mal. Après, c'est des intrigues politiques sur intrigues politiques avec une espèce de légende et de lore vraiment bien spécifique. Voilà, il y a tout. Je sais pas pourquoi ça m'a pas convaincue dans cet univers. Probablement parce que ça manquait d'explications, probablement parce que c'était trop rapide et que ça aurait mérité plus de contemplatif, plus d'introduction des personnages, de l'univers, etc. etc. Continuons dans tout ce qui est romance MM. Il y en avait pas mal en fait sur l'Irtuel, il y en a quelques-unes, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est La mort prend des vacances en Écosse. C'est une espèce de cosy mystery, on va dire ça comme ça. On va suivre, je sais plus le nom du personnage, j'ai totalement oublié, mais il était assez chouette à suivre. Qui s'est séparé en fait de son ex il y a 2 ans. Et ils avaient réservé il y a 2 ans en fait c'est pas une croisière mais un voyage organisé sur le thème de leur autrice de thriller, de policiers préférés. Et donc ça se passe en Écosse, ils vont aller sur les lieux qui ont inspiré l'autrice et les derniers jours la rencontrer dans son manoir. Ce qui est assez sympa en soi comme concept, franchement j'aime ce genre de truc auquel je participerais bien. Mais donc le souci c'est qu'il s'y rend alors que son ex est là avec son nouveau mec. Donc ça va être tendu pour lui, surtout que c'est un gars, j'ai bien aimé le personnage principal même si j'ai oublié son prénom, je suis désolée. Il est assez sain dans sa tête, vous voyez, il a fait le taf sur lui de pourquoi ça a mal fini, etc. Forcément, il est fort dépité de ce qui s'est passé, de cette relation avortée, parce qu'il avait cru que son ex c'était le bon et qu'il allait finir sa vie avec lui, qu'il avait beaucoup investi dans la relation. Mais il y va pas il va pas dans ce voyage en mode je vais me venger et je vais faire des choses horribles à ce nouveau couple. Non, il veut en fait profiter parce que il n'a jamais voyagé, il n'a jamais quitté les États-Unis alors qu'il est bibliothécaire. Et donc les livres, ça le passionne. Donc le voyage va pas se passer comme il l'avait prévu, ça va pas être de tout repos parce que une des participantes va décéder en fait. Et ça va être un peu le questionnement, en soi-disant c'est une mort naturelle, mais est-ce que c'est vraiment une mort naturelle? Tout ça paraît fort suspicieux. Et en plus de ça, il partage sa chambre avec un mystérieux inconnu qui a l'air de cacher des petites choses un peu bizarres. Le souci, c'est que il se sent quand même assez bien attiré par cet inconnu. Donc voilà, La mort prend des vacances en Écosse, c'est un cosy mystery parfait pour la saison, assez distrayant. C'est pas le récit de votre vie, mais c'est vraiment super agréable à lire, j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et enfin le dernier roman e-book que j'ai emprunté, c'est Mysteries of Thorn Manor. Donc c'est la suite de, comment elle s'appelle, The Sorcery of Thorns, de celui-ci, de Margaret Rogerson. D'ailleurs si Armoire à lire passe par ici, encore merci pour ce bouquin, il est toujours dans ma bibliothèque, j'ai grand plaisir à le voir. Donc en fait c'est une petite novella qui va avec ce roman. Je ne l'ai pas acheté parce que les avis étaient chouettes, mais on disait bien ça vaut pas le coup de payer autant, c'est pas un nouveau roman, c'est pas une grosse brique comme celui que je viens de vous montrer, c'est une novella, donc c'est un petit bonus. Et donc si vous n'avez pas du tout le roman, là il y a l'édition collector qui vient de sortir avec les deux qui sont ensemble, pourquoi pas vous faire plaisir à ce moment là, mais sinon
Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas. Moi en tout cas j'étais contente de l'emprunter parce que c'était chouette de retrouver les personnages du livre, mais ça n'apporte rien au récit très clairement. C'est juste une suite, un espèce de fan service. C'est même pas un espèce, c'est du fan service pour faire plaisir aux fans du premier roman. Donc n'allez pas lire celui-là si vous n'avez pas lu la saga principale. Enfin je dis la saga mais non, c'est un tome unique, le stand-alone, il est tout seul. Mysteries of Thorns. On retrouve en fait les personnages du livre quelques mois plus tard, après les événements qu'on a suivis dans le livre principal. Et voilà, je peux même pas vous dévoiler l'intrigue parce que sinon je spoil totalement le tome 1. Mais sachez voilà que c'est un univers fantasy absolument génial où les livres sont vivants et on a Elisabeth qui est accusée de meurtre et qui doit se défendre et prouver qu'elle est innocente et prendre la fuite et malheureusement quitter tout ce qu'elle aime. Je suis en train de voir le prix du livre. Mon Dieu, ça a tellement augmenté. Il coûtait 16,90 € chez Big Bang. Big Bang ne fait plus du tout des livres à 16,90 €. Je sais pas quand Armoire à lire l'avait acheté. Elle me l'a offert parce qu'elle savait qu'elle voulait pas le garder. C'était en 2019. Oh mon Dieu, c'était avant le Covid. Ça coûtait 16,90 € un bouquin comme ça. Maintenant, vous l'auriez pour minimum 25 boules. C'est pas possible autrement. Donc du coup, ça confirme bien. Allez, s'il vous plaît, au Bibliobus. Allez en médiathèque. Allez en bibliothèque. Gardez votre argent. Faites-vous plaisir avec d'autres choses, j'ai envie de vous dire. Bon bref, on en a fini avec les e-books. Donc il est temps que je vous parle de ce que j'avais emprunté en copie physique. Alors vous allez voir, il y a 2 livres. Ça va aller très très vite parce que c'est pas des livres que je peux vous résumer. J'ai emprunté à Vélo en Europe. C'est 30 idées d'itinéraire à vélo, comme son titre l'indique, dans toute l'Europe. C'est assez bien fait. À chaque fois, vous avez la présentation du circuit et ce qu'on peut voir, etc. Voilà, c'est en plusieurs jours. Il y a des bons plans. Vous avez à chaque fois une petite carte. Voilà, c'est bien fait pour envisager des vacances. Je trouve que c'est super chouette parce que c'est le genre de livre qui est très beau chez soi mais qui prend de la place, qui coûte super cher, on va pas se mentir. Donc moi j'aime bien emprunter les livres de voyage au Bibliobus même avant de partir en vacances, même si je vais pas partir en vacances là-bas, mais ça me donne ainsi des idées d'aventures que je pourrais vivre, de voyages que je pourrais faire. Dans la même veine, j'avais emprunté l'échappée Trans-Wallonne. Donc c'est 5 pays, 7 frontières, 0 émission en voyage en vélo en Wallonie et au-delà. Alors c'est un livre qui est un peu particulier parce que l'encre est bleue comme la couverture, donc tout est écrit en bleu. Celui-ci n'est pas illustré, vous avez juste parfois donc des cartes comme ceci, mais ce sont des cartes extrêmement simplifiées. Voilà, je dis qu'il n'est pas illustré, si, il y a des photos à la fin, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y a quelques photos à la fin, mais c'est vraiment, vraiment à la toute fin. Vous avez des petits conseils, voilà, c'est assez rapide à lire. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ça peut être sympa et j'avais emprunté exactement pour la même raison que l'autre qui est plus gros. Celui-ci, je pense que je le réemprunterai cet été en fait. Voilà, je l'ai parcouru, ça m'a donné des idées, mais c'est pas maintenant, alors que la tempête Kirk est ici, que je vais faire ma petite balade à vélo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Revenons maintenant j'allais dire au roman, mais non, c'est pas un roman ce que je vais vous présenter. C'est le livre de Fatima Wassak pour une écologie pirate. Et nous serons libres. Alors, j'ai découvert cette autrice lors d'un spectacle podcast de Swan Périssé. Si vous ne connaissez pas encore Swan Périssé, je vous invite fortement à aller vous abonner à elle sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube mais également sur Instagram. C'est une humoriste engagée, militante et elle a un podcast spectacle que j'adore qui s'appelle Il y a plus de saison, et donc à chaque fois elle invite quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'écologie, mais aussi sur la lutte pour l'égalité, etc. Et c'est le cas de Fatima Wassak en fait, qui a un point de vue sur l'écologie que j'ai trouvé hyper méga intéressant quand je l'ai entendu dans le podcast. Et elle venait en fait présenter son nouveau livre en sachant que c'est une espèce de trilogie. Elle compte en écrire 3, le 3e sur cette année et le premier c'est sur le pouvoir des mères, mère maman.
que j'ai pas lu, mais il va falloir que je l'emprunte au bibliobus dès qu'il y sera, et s'il n'y est pas, ben je vais demander à ce qu'il se le procure, parce que c'est absolument salvateur. Donc là-dedans en fait elle parle d'écologie, mais elle parle surtout d'écologie pour les populations défavorisées de France. Ces populations malheureusement qui habitent dans des quartiers, dans cités, et où on leur a enlevé en fait tout droit d'accès à la terre, parce que historiquement parlant, il fallait pas que les émigrés aient accès à la terre. C'était pas leur terre, la France. C'était censé être une terre d'accueil, mais on sait tous que ça s'est pas passé comme ça. Et donc elle revient un petit peu sur l'histoire, mais surtout elle parle d'initiative et elle propose des solutions. Alors ces solutions ne sont pas simples à mettre en place, hein. C'est pas les solutions style petit colibri, chacun dans son coin. Pas du tout, mais j'ai trouvé qu'elle menait son essai de façon absolument brillante et intéressante. En plus de ça, il y a vraiment une analogie qui est faite avec le monde de la piraterie et de One Piece. Donc si vous êtes fan de One Piece, ceci ne pourra que vous plaire, parce que il y a vraiment un travail de pédagogie qui a été fait pour qu'on comprenne son propos. Et le livre se termine avec un conte sur l'écologie pirate à lire aux enfants, pour qu'ils comprennent en fait ce qu'il se passe là maintenant concrètement en France, et pourquoi il y a un enjeu énorme par rapport au territoire et au fait que les gens puissent avoir accès en fait à la terre. Et le conte à la fin s'appelle Le roi capiste, les dragons et les enfants pirates. Donc en tant que parent, vous pourrez lire la dernière partie à vos enfants comme histoire du soir. Voilà, j'ai trouvé son point de vue extrêmement intéressant. Moi, ça m'a permis aussi de me remettre un petit peu les idées en place, parce que oui, l'écologie est très importante pour moi, et j'ai cette tendance à être écolo bobo, hein, on va pas se mentir, même si j'habite dans ma petite campagne. Je ne suis pas une paysanne, hein, voilà. J'ai une certaine qualité de vie, il faut bien que je m'en rende compte. Je suis privilégiée, et donc ça permet un petit peu d'inclure, mais c'est pas le mot que je voulais dire ou je cherche, mais voilà, de dire c'est l'affaire de tous, et voilà pourquoi certaines parties de la population ne se sentent pas concernées et ne se mobilisent pas. Elle cite très bien les causes, etc. et l'historique de tout ça. J'ai un tout petit bémol maintenant sur cet essai, c'est que malheureusement rien n'est sourcé, et donc il est extrêmement intéressant, mais il n'y a pas de bibliographie à la fin. Il y a des données qui sont balancées dedans, et on ne sait pas d'où elles sortent en fait, ou en tout cas elles ne sont pas prouvées. C'est comme elle ne cite pas ses sources, comme elle va dire d'après les études, d'après ceci, enfin voilà les chiffres. Moi je voudrais la preuve de ces chiffres. C'est trop facile de balancer des chiffres et de dire que par exemple, c'est pas ce qu'elle dit, hein, mais j'invente, 80% de la population n'a pas accès à la terre. Oui, mais qui a dit ça? D'où est-ce que c'est chiffré, etc. Donc c'est le seul petit bémol que je lui fais pour que cet essai soit au niveau ultime et absolument génialissime. Mais on va dire, c'est un peu un détail, quoi, hein. Après, on peut toujours vérifier par nous-mêmes via Internet ce qu'elle avance. Mais j'ai trouvé que c'était vachement bien construit, très bien écrit. Et enfin, je vous parle d'un roman. Écoutez, je me surprends moi-même. Le mois passé, au mois d'août, j'ai demandé un service presse en audio de Ellie Hazelwood. C'est The Love on the Brain. J'ai adoré. Voilà. Et quand je suis allée au bibliobus, j'ai vu ce livre, Check and Mate, de Ellie Hazelwood. Et je me suis dit, oh mais ça c'est quand même assez récent, c'est une nouveauté, donc je vais le prendre. My God, j'ai adoré à nouveau, ça devient une de mes autrices chouchou, alors qu'elle écrit de la romance hétéro. Je me reconnais pas là-dedans. J'ai enfin trouvé une autrice de romance que j'adore, et je veux dire mainstream, parce que j'adore certains auteurs et autrices de romance, mais c'est à chaque fois des romances MM ou saphique, et c'est un petit peu de la littérature de niche, on va pas se mentir, même si nous les bookstagrammeurs et booktubeurs on essaye
de les faire connaître. C'est pas les livres qui vont être vendus dans toutes les librairies de France et de Belgique, bien sûr, alors que celui-ci, si, il est vendu partout, et tous les autres livres d'Elie Hazelwood aussi. D'ailleurs, j'ai son prochain Bride qui doit arriver ce mois-ci, que j'ai commandé dans une box de chez la librairie Sweet and Books. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez aller les suivre. Mais bref, ici, c'est pas de la fantasy, c'est du contemporain. C'est du contemporain jeunesse, hein, young adult. Il y a... à chaque fois qu'il y a des scènes olé olé, c'est suggéré et c'est sous forme d'ellipse temporelle. Donc c'est pas du tout pimenté, quoi que ce soit. Donc vous pouvez l'offrir à votre petite nièce de 14-16 ans. 14 ans si c'est une bonne lectrice. Voilà, et c'est une romance saine. Donc ça changera un petit peu de toutes ces romances dark romance qu'on voit arriver partout et extrêmement graphique et qu'on met dans les mains de tous les adolescents et adolescentes, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là vous pouvez franchement vous tourner vers ça pour la Saint-Nicolas, pour Noël si vous préférez, enfin pour son anniversaire, bref, à partir du moment où c'est un adolescent, une adolescente qui aime lire de la romance, ça devrait le faire sans aucun souci. Ça vogue un peu sur la vague des échecs là, suite à la série de Queen Gambit, j'ai l'impression, peut-être qu'elle l'a écrit avant, je me souviens plus. Mais donc ici on va suivre Mallory Greenleaf, j'avais à nouveau oublié son nom, hein, c'est parce que j'ai juste le résumé là, qui veut en fait plus jamais jouer aux échecs. On la suit dans le prologue, je pense qu'elle a 14 ans et on va la retrouver 4 ans plus tard. Sa vie a bien changé, elle n'est plus du tout passionnée par les échecs. Son père a disparu et elle s'est retrouvée en fait avec sa maman et ses 2 sœurs. Le souci c'est que sa maman a des graves soucis de santé et que en fait le salaire de sa mère ne suffit pas à payer ce qu'il faut pour son traitement. Ça se passe aux États-Unis, donc je pense que vous comprenez quoi. Et sa meilleure amie va partir à l'université. Mais avant de partir à l'université dans le Colorado, elle va lui dire viens, on participe à un tournoi d'échecs. Enfin, elle la met un peu devant le fait accompli. Elle dit il me fallait une 4e, il fallait que je justifie que le club d'échecs participe à des compétitions, etc. Et il nous manquait quelqu'un. Donc elle va se retrouver à jouer là. Et en fait c'est une compétition où il y a le meilleur joueur du monde qui est là, le numéro 1, Nolan Sawyer. Son petit surnom c'est le Régicide. Et vous allez très vite découvrir qu'en fait elle va le battre, voilà. Alors qu'elle sort de nulle part. Cette fille elle est mécanicienne à la base. Elle se destine à faire des études de mécanique et à travailler dans un garage jusqu'à la fin de ses jours pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, miracle, on va dire, un petit peu comme ça. Les gens comprennent pas, le monde des échecs ne comprend pas d'où sort cette meuf qui réussit à battre le numéro 1 mondial, qui n'a jamais perdu quasiment depuis quelques années, depuis ses 16 ans. Il n'a plus perdu une partie. Et donc, ben voilà, les coups vont s'enchaîner, elle va être prise sous l'aile d'un club d'échecs et il va se passer quelque chose entre elle et Nolan. Honnêtement, quand vous commencez à lire le bouquin, c'est comme Love on the Brain, vous savez ce que vous allez lire, vous savez comment ça va se terminer. Mais est-ce qu'on aime ça? Oui, on aime ça. En fait, je trouve que la romance est extrêmement reposante pour mon cerveau de femme. Et c'est malheureux à dire, mais généralement, quand on lit de la romance, c'est assez pétri de patriarcat parce que notre société est patriarcale et donc c'est assez difficile de se déconstruire et d'échapper à certains clichés, etc. Alors est-ce que ce livre est bourré de clichés? Oui, mais je sais pas, l'autrice est féministe et elle écrit d'une certaine façon qui fait que d'un côté on a ces clichés qu'on aime bien dans toutes les romances, mais de façon saine. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça mériterait une analyse en 80 pages minimum, un mémoire d'université, rien que sur cette autrice et sur la façon dont elle écrit les romances. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir découvert sa plume. Pour le moment, elle me convainc totalement. Sachez que le livre est moins joyeux que Love on the Brain parce que l'héroïne principale, Mallory, ben, elle a une vie pourrie tout simplement. Donc forcément, les premiers chapitres sont pas hyper méga
joyeux. Mais je peux quand même que vous recommander ce bouquin-là. Franchement, foncez découvrir Ellie Hazelwood. Moi, je l'ai commencé un soir, je l'ai fini le lendemain. Je l'ai lu en 24 heures, je pouvais pas le reposer. Ça a été un vrai crève-cœur d'aller travailler, en sachant que j'avais pas beaucoup dormi, parce que j'avais reposé le livre à 1h30 du matin, et que je me levais à 6h. Donc j'avais une tête un petit peu déterrée pour un lundi matin, pour assumer toute ma journée de cours. Mais je l'ai fait, et j'ai repris le bouquin avec grand plaisir, et je l'ai eu fini... Le mardi soir avant 20h quoi, avant l'heure à laquelle je l'avais commencé. Non, le lundi soir, puisque je l'ai commencé le dimanche soir. Bon, enfin bref. Bref, voilà ce qui conclut ce bibliovlog qui était un peu bizarre parce que je vous ai présenté tous les livres en un seul plan, séquence. Pour les prochains épisodes, sachez qu'il n'en sera rien puisque je vous filmerai ça au fur et à mesure et vous aurez un book haul du Bibliobus de toute façon avant de commencer le débriefing. Et d'ailleurs, je vais vous quitter pour aller au Bibliobus et reporter mes exemplaires déjà lus. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte énormément pour moi. Je vous ai déjà tout dit au début de la vidéo, j'ai l'impression, donc je vais pas me répéter encore et encore. Mais sachez que je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!